Je me présente, Hattab Arfaoui, enseignant de sciences physiques. Aujourd'hui, on va présenter une leçon de chimie intitulée La loi d'action de masse, qui est destinée aux sections sciences expérimentales et mathématiques sous la direction de notre inspecteur, M. Adel Gharsalla. Donc, on va voir dans notre leçon la loi d'action de masse, qui est une suite de la leçon précédente, c'est la notion d'équilibre chimique, où on va voir une introduction, on va réaliser une étude expérimentale de la réaction d'estérification, puis on va faire énoncer la fonction des concentrations pi, ainsi après on va énoncer la loi d'action de masse, c'est-à-dire la constante d'équilibre K, et après on va déterminer les conditions d'évolution spontanée d'un système chimique, et à la fin on va faire une évaluation. Donc on va passer l'introduction. Donc pour un système chimique, peut être soit dans un état d'équilibre, soit dans un état différent de celui de l'état d'équilibre. Si c'est le cas, c'est-à-dire il est en état d'équilibre, alors cet état de quoi elle est caractérisée. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire le système est dans un état différent, alors que va se passer à ce système? Pour répondre à ces questions, on va passer à une étude expérimentale de la réaction d'estérification. Avant de faire la réaction d'estérification, on va faire un travail préliminaire détaillé concernant cette réaction. Donc la première des choses, on va prendre un flacon d'acide éthanoïque de densité égale 1,05 et où on va mettre un volume égal 16 ml dans un RMR. Après, on va prendre un deuxième flacon de l'éthanol pur, tel que sa densité égale 0,79 et de la même manière dans un deuxième RMR où on va mettre 16,3 ml. On va faire le mélange. On obtient un mélange de volume total égal à 32 ml, auquel on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré pour accélérer la réaction chimique. Après, on répartit ce contenu du bécher dans des tubes à essai. On va prendre 10 tubes à essai, où on va mettre dans chaque tube à essai 2 ml. Donc après, on va mettre 9 tubes à essai dans un bain-marie avec une température aux alentours de 90 degrés et en déclenchant le chronomètre. À des instants bien déterminés, on va doser la quantité d'acide restante dans chaque tube à essai, où on va prendre une burette remplie d'une solution de NaOH une fois molaire, et on va verser le contenu de tube à essai et on va le doser, auquel on ajoute à le contenu de bécher quelques gouttes de phénolphthaleïne pour détecter le point d'équivalence. Après, on va déterminer les quantités de matière prélevées dans chaque bécher. Pour cela, on aura besoin de calculer la quantité de matière de l'acide éthanoïque ainsi que de l'éthanol. On sait que le nombre de moles égal à la masse sur la masse molaire. Or, la masse égale la masse volumique ρ fois le volume du liquide. En plus, la masse volumique d'un liquide égale à sa densité fois ρ de l'eau. Et on obtient tout simplement que le nombre de moles égale la densité fois ρ de l'eau fois le volume sur la masse molaire. En appliquant cette relation pour les deux entités chimiques, l'acide éthanoïque ainsi que l'éthanol, on trouve
que le nombre de moles de l'acide initial égale 0,28 mol, le nombre de moles de l'alcool initial égale 0,28 mol. On remarque que notre mélange est équimolaire. Donc maintenant, on va déterminer les quantités de matière d'acide éthanoïque et d'éthanol contenues dans chaque prélèvement de 2 ml dans les tubes à essai. Dans le volume total, qui est le volume de l'acide plus le volume de l'alcool, tel que le nombre de moles de l'acide égale le nombre de moles de l'alcool, tel que le volume total égale à 32,3 ml, par un calcul simple, on va déterminer le nombre de moles de l'acide ainsi que de l'alcool contenu dans 2 ml. Donc avec un calcul simple, on détermine que le nombre de moles de l'acide initial égale le nombre de moles de l'acide initial contenu dans le volume total sur le volume total fois le volume de 2 ml. Tout calcul fait, on trouve que le nombre de moles de l'acide N acide 0 égale 17,3 10 puissance moins 3 mol. On va utiliser le tableau descriptif pour suivre l'évolution d'un système chimique de notre réaction de d'estérification. On a le tableau d'avancement tel qu'on va mentionner la réaction d'estérification, c'est CH3COH plus CH3CH2OH, c'est l'éthanol, donne l'éthanoate d'éthyle CH3COH, CH2, CH3 plus H2O, c'est l'eau. En utilisant l'avancement molaire, en donnant les trois états, état initial, l'état intermédiaire ainsi que l'état final, et on remplit ce tableau par ce qu'on vient de faire, calculer maintenant concernant le nombre de moles de l'acide initial ainsi que le nombre de moles de l'alcool initial. On trouve tous ces résultats dans ce tableau en passant de l'état initial jusqu'à l'état final, tel que l'état final est caractérisé par l'avancement final qu'on vient de faire dans la leçon précédente. Maintenant, on va passer à déterminer la quantité de matière de l'acide restante. On a dit que avec la technique de dosage, on va déterminer à chaque instant de prélèvement du tube à essai où on va le doser avec une solution de NaOH tel que le nombre de moles, c'est-à-dire l'équivalence, tel que le nombre de moles de l'acide restant égale la concentration Cb de la solution de base, NaOH, fois le volume de la base à l'équivalence CVBE. Ce qui entraîne que le nombre de moles de l'acide restant d'après le tableau à un état intermédiaire égale 17, on va le calculer après, donc égale le nombre de moles de l'acide initial moins X égale Cb fois Vb, d'où en déterminant la valeur de X, on obtient que l'avancement à un état, à un instant bien déterminé, X égale le nombre de moles de l'acide initial moins Cb fois Vbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au laboratoire pour réaliser notre réaction d'estérification. On va prendre 16,3 ml d'éthanol de densité 0,79 et 16 ml d'acide éthanoïque de densité 1,05 et on va faire le mélange. Donc on mélange dans un bécher. Et on va ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, 5 fois molaire, au mélange réactionnel. On va ajouter quelques gouttes. La réaction d'estérification est très lente. On a ajouté l'acide sulfurique concentré pour accélérer la réaction d'estérification. Maintenant, on va prendre des tubes à essai où on va prendre dans chaque tube à essai 2 ml du mélange réactionnel avec une probipette
Donc on va prélever 2 millilitres. Donc on a pris le mélange réactionnel dans des tubes à essai, fermés avec des bouchons avec tubes effilés. On va prendre ainsi le tube 0 où on va le tremper dans de l'eau glacée pour freiner la réaction, c'est-à-dire l'instant initial t égal à 0 secondes. Le reste des tubes à essai, on va les plonger dans un bain-marie d'eau chaude d'une température aux alentours de 90 degrés pour accélérer la réaction d'estérification. Donc le moment où on plonge ces tubes à essai dans ce bain-marie, on va déclencher le chronomètre. Alors, maintenant, on va passer à déterminer, c'est l'instant initial, où on va déterminer le nombre de moles d'acide. Pour cela, on va la doser avec une solution d'hydroxyde de sodium NaOH, une fois molaire. Comme vous observez ici, la burette elle est remplie d'une solution d'hydroxyde de sodium, donc jusqu'à le point 0 où elle est totalement remplie. Maintenant, on verse le contenu du tube à essai auquel on va rincer ce tube avec un peu d'eau distillée pour ne pas perdre des constituants de système chimique. On ajoute, pour détecter le point d'équivalence, on ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré, le phénylphthaleine, on mélange. Donc il est incolore, donc le mélange réactionnel. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un bol alimenté auquel on va utiliser pour que la solution soit homogène. Maintenant, on va faire le dosage. Donc, on va chercher le point d'équivalence du dosage. Donc, on va verser goutte à goutte jusqu'à atteindre l'équivalence. Voilà. On vient, le mélange et le contenu réactionnel devient rose, c'est l'équivalence. Maintenant, on va lire le volume à l'équivalence 17,3 ml. Maintenant, pour préparer notre prochain dosage, on remplit la burette avec la solution de NaOH de l'eau jusqu'à 0. Maintenant, on va passer de la même façon au tube numéro 1 où on va le plonger dans de l'eau glacée pour bloquer la réaction d'estérification. Et de la même façon, on va verser son contenu dans un bécher auquel on rince à l'eau distillée.
la même façon de phénylnaphthalène, un indicateur coloré. On sait auparavant, maintenant, le point d'équivalence atteint si le mélange réactionnel devient rose violacé, et mettre un bol alimenté. Et on le fait le même travail, cherchant ensemble le point d'équivalence. Donc on va ajouter goutte à goutte. Donc on observe qu'on est aux alentours du point d'équivalence. Voilà. Le mélange devient rose violacé, donc c'est le point d'équivalence. De la même manière, on lit le volume de NaOH versé égale 12,7 ml. Maintenant, on va doser l'avant-dernier tube ASC et on va refaire le même travail que les autres tubes. Donc on est proche du point d'équivalence. Donc on est proche du point d'équivalence. Voilà. Maintenant, l'équivalence est atteinte. On va lire la valeur du volume versé. 5,8 ml. Donc on a pris un intervalle de 5 minutes entre deux tubes ASC et on va prendre le dernier tube ASC. Voilà. L'équivalence et on va lire le volume 5,8 ml. Donc on termine ainsi l'expérience de la réaction d'estérification, c'est-à-dire la réaction d'un acide avec un alcool. On remarque que dans les deux derniers tubes ASC, que le volume de la base veloutée est constant, c'est-à-dire que la réaction cesse d'évoluer, c'est la fin de la réaction. Maintenant, on revient au tableau pour poursuivre l'étude de la réaction d'estérification afin de tracer la courbe de X en fonction de temps. Pour cela, on va récapituler toutes les valeurs expérimentales de l'expérience dans un tableau pour les 10 tubes ASC où on va mettre le temps de chaque prélèvement du tube ASC ainsi que le volume de la base versée à l'équivalence. En utilisant la relation X égale le nombre de moles de l'acide initial moins CB fois VB, on peut remplir le tableau de l'avancement pour chaque tube ASC. On va tracer maintenant la courbe de l'avancement X en fonction du temps. On va mettre les points du tableau, point par point, afin de tracer la courbe de l'avancement X au cours du temps. On remarque que à l'état final, elle est caractérisée par un avancement final XF égal à 11,5 10 puissance moins 3. On va interpréter ces résultats trouvés expérimentalement de la réaction d'estérification. On a l'avancement final de la réaction vaut 11,5 10 puissance moins 3 mol. L'avancement maximal, c'est une grandeur calculée, qu'on le sait dans la première leçon. Notre mélange est équimolaire. Par un simple calcul, on trouve que 17,3 10 puissance moins 3 moins x max égale à 0. Par suite, on trouve la valeur de x max égale 17,3 10 puissance moins 3. On remarque simplement que xf inférieur à x max. On peut aussi calculer le taux d'avancement, taux f,
tel que taux F égale à XF sur X max, avec un calcul simple, on trouve que taux F égale 0,66 qui est inférieur à 1. Par suite, la réaction étudiée, c'est la réaction d'estérification, n'est pas totale, c'est-à-dire elle est limitée. Cette réaction, elle va évoluer jusqu'à atteindre un état d'équilibre. Maintenant, on va passer à introduire une nouvelle grandeur, la fonction des concentrations pi qui caractérise un système chimique. Donc, on va la définir. Toute transformation chimique est symbolisée par une équation A plus B donne C plus D, avec petit a, petit b, C et D, ce sont les coefficients stoichiométriques du système chimique. On définit ainsi la fonction de concentration pi qui est égale à la concentration de C à la puissance C fois la concentration de D fois D sur la concentration de l'entité chimique A à la puissance A fois la concentration de l'entité chimique B à la puissance B. Appliquons, on va appliquer cette relation, mais d'après cette expression, que cette fonction de concentration pi est une grandeur sans unité qui peut prendre des valeurs allant de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, on va appliquer cette fonction de concentration pi à des systèmes. On va prendre notre réaction d'estérification dans le cas général. Un acide plus un alcool donne ester plus eau. Par définition, c'est une application directe de la formule. Pi 1 égale la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool, tel que le coefficient stoichiométrique dans cette réaction vaut 1. On applique aussi la fonction de concentration pi pour l'équation d'ionisation propre de l'eau, telle que l'équation de H2O donne H3O plus OH-. On trouve que pi 2 égale la concentration de H3 plus fois la concentration de OH- sur H2O au carré. Maintenant, on va passer à l'expression de la fonction usuelle des concentrations pi. Dans toutes les transformations chimiques, on fait intervenir l'eau comme solvant ou corps pur. On convient de ne pas faire figurer sa concentration dans la fonction des concentrations pi. Maintenant, on va appliquer cette convention pour les deux réactions. La réaction d'estérification, elle va rester la même équation, telle que l'eau, dans ce cas, est un produit de la réaction d'estérification. Pour le deuxième exemple, la fonction de concentration pi2 devient égale concentration de H3+ fois la concentration de H-, mais on ne va pas tenir compte de la concentration de l'eau dans cette expression de pi. On poursuit maintenant. Comment on calcule cette fonction de concentration pi pour un système chimique? On revient de la même manière comme on a réalisé la réaction d'estérification. On va dresser le tableau d'avancement ou de la réaction précédente. C'est la réaction de l'acide éthanoïque avec l'éthanol. Ça va nous donner l'éthanoate d'éthyle plus H2O. Donc en prenant le nombre de moles initial de l'acide de l'alcool, l'eau et l'éthanoate c'est 0, à un état intermédiaire, en utilisant l'avancement molaire, on trouve que le nombre de moles de l'acide initial, moins X, pour l'alcool, de la même manière, le nombre de moles de l'alcool, moins X, suite les deux entités chimiques, l'alcool et l'acide, sont équimolaires. En écrivant l'expression de la fonction des concentrations pi, qui est égale la concentration molaire de l'ester fois la concentration molaire de l'eau sur la concentration de l'acide molaire fois la concentration de l'alcool. En remplaçant la concentration molaire d'une substance chimique qui est égale son nombre de moles sur le volume de mélange réactionnel, par un simple calcul, on va trouver que
la fonction des concentrations pi en fonction de l'avancement molaire à un état intermédiaire qui est égal à x au carré sur le nombre de moles de l'acide initial moins x, facteur de le nombre de moles de l'alcool initial moins x. Pour cela, on va calculer pour le premier cas, c'est les résultats trouvés au cours de la séance de TP, tel qu'on a pris le nombre de moles de l'acide initial égale 17,3 10 puissance moins 3 moles, ainsi que le nombre de moles de l'alcool égale 17,3 10 puissance moins 3. À l'état d'équilibre, on trouve le nombre de moles de l'acide ainsi que de l'alcool, l'ester et l'eau. Avec un calcul simple, on trouve que pi égale, à l'équilibre, égale 3,93, presque égal à 4. Pour le même système chimique, étudié de la réaction d'estérification au cours de la séance de TP, si on prend un deuxième cas où on va changer le nombre de moles de l'acide ou bien de l'alcool initial, donc un mélange non équimolaire, tel que le nombre de moles de l'acide égale 17,3 10 puissance moins 3, le nombre de moles de l'alcool initial égale 9,3 10 puissance moins 3, on trouve à l'état final, à l'état d'équilibre dynamique, le nombre de moles de l'acide ainsi de l'alcool, l'ester et l'eau. De la même manière, avec un calcul simple, on trouve que pi à l'équilibre égale 3,87. De la même façon, c'est presque égal à 4. On change dans le troisième cas, on va prendre le nombre de moles de l'acide inférieur au nombre de moles de l'alcool, un mélange non équimolaire. Avec tout calcul fait, on trouve à l'état d'équilibre de la même façon qu'on a trouvé dans les autres cas, on trouve que pi à l'équilibre égale à 3,86, presque égal à 4. On constate maintenant que, d'après les trois cas, que la fonction des concentrations à l'équilibre dynamique presque la même valeur. On constate ainsi que la fonction des concentrations pi prend à l'équilibre dynamique, pour le cas de la réaction d'estérification étudiée, une valeur constante indépendamment de la composition initiale de mélange réactionnel. Maintenant, on va énoncer la loi d'action de masse. Cette loi, qui a une température donnée, un système chimique est en état d'équilibre lorsque sa composition devient invariante, c'est-à-dire inchangée, et la fonction des concentrations pi égale à une constante notée K, indépendante de la composition initiale de mélange, qui est appelée constante d'équilibre. En phase liquide, toute transformation aboutissant à une température donnée, un état d'équilibre dynamique, tel qu'un système chimique est symbolisé par une équation, comme on vient de faire dans la première partie, A plus B donne C plus D. En appliquant la loi d'action de masse sur notre système chimique, K égale la concentration de D à la puissance D fois la concentration de C à l'équilibre à la puissance C sur la concentration de A à l'équilibre à la puissance petit a fois la concentration de B à la puissance B à l'équilibre. On remarque que cette constante d'équilibre est exprimée sans unité. Suite, la réaction d'estérification est une réaction athermique. Sa constante d'équilibre K est indépendante de la température. Maintenant, on va passer, quel est l'intérêt pratique du calcul de la constante d'équilibre K. Cette constante d'équilibre K peut nous renseigner si la réaction étudiée est totale ou limitée. Si la constante d'équilibre est très grande, c'est-à-dire K supérieur à 10 puissance 4, la réaction correspondante est supposée pratiquement totale. Maintenant, on va déterminer les conditions d'évolution spontanée d'un système chimique. On sait qu'un système chimique, comme on a dit dans la première partie de l'introduction, qu'un système chimique A plus B donne C plus D.
Si elle est en état d'équilibre, donc elle est caractérisée par une constante d'équilibre K. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire n'est pas dans l'état d'équilibre, un état différent de celui de l'état d'équilibre, dans quel sens le système évolue? Pour répondre à cette question, tout système chimique possède une constante d'équilibre K à une température donnée, c'est la loi d'action de masse. Pour cela, pour répondre à cette question, on aura besoin de calculer la valeur de la fonction des concentrations, pi, et la comparer à K. Le premier cas, si on calcule la valeur de pi, et on trouve dans ce premier cas que pi inférieur à K, tout simplement, le système va évoluer dans le sens direct, jusqu'à atteindre l'équilibre dynamique, c'est-à-dire les réactifs vont passer au produit. Maintenant, si on calcule dans le deuxième cas la valeur de pi, et on trouve que pi égale à K, le système, macroscopiquement en état d'équilibre, c'est-à-dire il n'évolue plus. Pour le troisième cas, si de la même façon on calcule la valeur de pi, on trouve que pi supérieur à K, c'est-à-dire le système évolue dans le sens dans le sens inverse, jusqu'à atteindre l'état d'équilibre, c'est-à-dire c'est le sens 2. Maintenant, on va appliquer ce qu'on vient de voir durant cette leçon dans une simple évaluation. Pour cela, on va prendre un système chimique, CH3COH plus HCOH- donne CH3CO- plus HCOH, tel que la constante d'équilibre K égale à 0,1. Première question, prévoir le sens d'évolution des différents systèmes vers l'état d'équilibre. Si on part, donc on va prendre 3 cas. Le premier cas, on va prendre que la concentration de CH3COH qui est égale à HCO-, qui est égale à CH3CO- égale à 0,1, et la concentration molaire de HCOH égale à 0,01. Dans le deuxième cas, on va prendre toutes les entités chimiques de même concentration égale à 0,10 mol/litre moins 1. Et dans le troisième cas, on va prendre la concentration de CH3COH égale à 0,1 et HCOH ainsi que HCO- et la concentration molaire de CH3CO- égale 0,01. Et on va calculer dans chaque cas la valeur de pi pour qu'on puisse donner le sens d'évolution du système. Et dans la deuxième question, on va déterminer dans le premier cas, premièrement, quelle est la composition des concentrations des systèmes chimiques à l'équilibre. Pour cela, on va voir, dans le cas général, la fonction des concentrations pi s'écrit directement, d'après le système chimique, CH3CO- fois la concentration de HCOH sur la concentration CH3COH fois la concentration de HCO-. En appliquant cette relation directement sur la composition des trois systèmes donnés, pour le premier système, on va trouver que pi1 égale 0,01. Pour le second système, on va trouver pi2 égale à 1. Et pour le troisième système, on va trouver pi3 égale à 0,1. Deuxième question, pour le système numéro 1, la valeur de pi1 est inférieure à K, est inférieure à 0,1. Le système, d'après ce qu'on vient de voir dans les conditions d'évolution spontanée, pi inférieur à K, le système évolue spontanément dans le sens direct jusqu'à l'état d'équilibre. En utilisant le tableau d'avancement à l'état d'équilibre, on peut écrire la fonction des concentrations pi à l'équilibre vaut K par cette expression 0,1 plus YF facteur de 0,01 plus YF sur 0,1 moins YF au carré. Tout calcul fait, on trouve YF égale à 0,035
mol par litre, en remplaçant la valeur de YF, l'avancement volumique, dans chaque expression des concentrations du système chimique, on trouve que la concentration de CH3COH à l'équilibre, qui est égale à HCOH moins à l'équilibre, qui est égale à 0,1 moins YF, qui est égal à 0,065 mol par litre, et CH3COH moins à l'équilibre, qui est égal à 0,01 plus YF, qui est égal à 0,135 mol par litre, et la concentration de CH3COH à l'équilibre égale à 0,01 plus YF égale 0,036 mol par litre. Maintenant, on vient d'atteindre la fin de la séance. J'espère bien que notre but est atteint pour la partie de la leçon de chimie, de la notion d'équilibre chimique. Merci bien de votre attention et au revoir.